aujourd'hui, nous allons parler des matériaux industriels et alternatifs et décarbonation. Les trois principaux sujets seront sur l'utilisation des géopolymères au sens large et dans les briques de construction, de l'acier décarboné, construction en terre diverses et du ciment bas carbone. Voilà. Et à la fin de cette journée, comme hier, on aura un atelier discussion essayant de réfléchir sur les cycles de la durabilité de certains matériaux. Donc hier, on a fait l'exercice sur le bois. On aura un petit compte rendu avec les gens de Sémécity, ce qu'ils ont fait, très court pour voilà, comprendre un peu l'exercice. Et aujourd'hui, vous pourrez avoir trois sujets, donc pas forcément à traiter aujourd'hui, qui seront les géopolymères, l'acier ou le ciment. Donc, on va avoir notre premier orateur, qui est élu au CENI. Non, ah bon, vous avez changé? D'accord. Donc, Élie Gibault. Ah oui, voilà. Vous voyez, c'est les deux premiers. Il y a des questions qu'on inverse un moment, mais c'est bon, je suis là. C'est OK, je suis en retard. OK. Donc, Élie Gibault est ingénieur ENS MM Besançon, docteur en sciences pour l'ingénieur, et c'est un spécialiste de l'acier au sein de ArcelorMittal, heureusement, ça tombe bien. Et donc voilà, il dirige une équipe R&D de mise en forme des aciers, et il est responsable de différents supports techniques pour la clientèle automobile. Voilà, donc aujourd'hui, on lui a demandé d'intervenir sur l'acier décarboné. Merci. Alors déjà, bonjour à toutes et à tous. Alors, ici sur Paris et puis je comprends un petit peu partout dans le monde. Je vais juste me représenter pour donner un petit peu de contexte. Donc, Élie Gibault, je suis ingénieur au sein d'ArcelorMittal. Donc, j'ai une formation assez classique, hein, école d'ingé. J'ai fait une thèse, on est pas mal à être docteur en recherche et développement à ArcelorMittal parce que je suis dans la section R&D d'ArcelorMittal en production. Et aujourd'hui, je viens représenter ArcelorMittal pour vous parler des aciers décarbonés. Donc, c'est quelque chose sur lequel ArcelorMittal porte beaucoup d'efforts, comme vous allez le voir, et qui risque d'avoir un grand impact dans les années qui viennent. Alors, voilà. Donc, déjà, quelques mots sur ArcelorMittal. Hein, donc, vous ressortiez en connaissant au moins le nom et puis ce qu'il y a derrière. Donc, ArcelorMittal, c'est une grosse compagnie, grosse entreprise. On a à peu près 160 000 employés dans le monde et on est dans 60 pays dans le monde. Donc, ça, voilà, déjà, ça donne un petit peu le ton. On est un des poids lourds de l'industrie. On est dans le CAC 40 en France, etc. Alors, on est leader. ArcelorMittal est un sidérurgiste, donc on produit de l'acier. On produit exclusivement de l'acier. On est leader dans la sidérurgie. Auparavant, on était les premiers. Là, maintenant, on s'est fait avoir la première place par une entreprise chinoise, mais on est toujours deuxième plus gros producteur d'acier au monde. Vous allez voir que ça signifie quelques tonnes. Et lorsqu'on produit l'acier, pourquoi on produit l'acier? Nos marchés, en fait. Alors, ça va être l'automobile, la construction, tout ce qui va être les équipements à la maison, donc les frigos, etc., les machines à laver, le packaging, vous allez avoir aussi tout ce qui va être les canettes, les conserves. Et puis après, on a aussi un effort certain dans la R&D. J'en suis bien content parce que j'en fais partie. Donc, ça recouvre en fait tous les marchés. Là, à peu près là où il y a de l'acier, ArcelorMittal est là. Hein, et autrement, c'est un empire. Hein, c'était un rachat de plein de petites boîtes. Et puis au fur et à mesure, on grossit jusqu'à donner une cohérence et puis une boîte globale. Alors, on a les entreprises qui fabriquent l'acier, donc les hauts fourneaux dont je vais vous parler, on pense vraiment avec la sidérurgie. On l'a dans 16 pays dans le monde. Donc, on en a en France. Hein, vous avez entendu parler, pour certains, des hauts fourneaux de Florange, il y a quelques années, qui avaient défrayé la chronique. Mais on en a partout dans le monde. Donc, on produit de l'acier partout. L'idée, c'est de pouvoir fournir de l'acier ArcelorMittal à n'importe qui partout dans le monde. Et de l'acier de même qualité. Alors, là, on va produire majoritairement, c'est en Europe.
On est aussi Amérique du Nord, Amérique du Sud. Amérique du Nord un peu moins, je vous en dirai juste un mot après, parce qu'on a vendu des usines à un concurrent il y a pas longtemps. On se retrouve en Afrique, en particulier en Afrique du Sud. On se retrouve dans les régions asiatiques et puis dans les pays émergents. Donc, à noter que l'entreprise s'appelle ArcelorMittal, parce que c'était la réunion d'Arcelor et de Mittal, de Mittal Steel. Notre patron s'appelle Lakshmi Mittal avec son fils Aditya Mittal. Donc, on pourrait penser que l'entreprise est indienne, et pas du tout. Donc, on a assez peu d'activités en Inde. Le centre est au Luxembourg, pour les raisons d'impôts, vous comprenez bien. Et puis après, on est vraiment partout dans le monde. Mais le gros pôle, on va dire, là où vraiment il y a de la production, ça va être surtout en Europe, notre pôle d'activité, notre pôle d'emploi. Voilà, même si en Inde, c'est un pays émergent, entre guillemets. Donc, on commence à avoir des activités dedans avec des joint ventures. Voilà, donc, et puis un dernier mot, ArcelorMittal, on fait de l'acier, mais on va de A à Z. C'est-à-dire qu'on a des extractions minières. Donc, ça peut être intéressant dans la discussion d'aujourd'hui. C'est qu'on va maîtriser même le tout début de l'acier. Auparavant, on achetait les minerais, le charbon, tout ce que vous voulez, et on produisait l'acier. Maintenant, on a aussi une partie où on vient extraire directement des minerais. Alors là, je vais aller rapidement sur les chiffres. De toute façon, après, vous aurez les slides et puis c'est public si vraiment ça vous intéresse. Voilà, là, ici, c'était pour donner un petit ordre d'idée des chiffres qui gravitent autour d'une telle entreprise. Donc, on parle de production d'acier, on va parler de décarbonation, etc., de l'impact que ça a sur nous à notre échelle. Il faut savoir que tout en haut, c'est des grandes entreprises. Alors, pour donner un ordre d'idée, l'acier qui a été livré l'année dernière tournait autour de 56 millions de tonnes. On parle de tonnes et on parle de millions de tonnes. Et auparavant, il y en avait même encore plus. Donc, ça, c'était la petite baisse qu'il y a entre 2019 et 2020, c'est qu'on a vendu aux États-Unis. Donc, c'est ce tonnage qui est parti, avec évidemment, après, des EBITDA, enfin de l'argent qui gravite autour, qui est à la hauteur du tonnage. Pour se rapprocher peut-être un peu plus de l'humain, je vais parler des employés. Donc ici, on se retrouve principalement, ce que je vous disais, on est en Europe, à 40%. On est ArcelorMittal et européen. Après, on va retrouver pas mal après Asie, Inde, se retrouve là, et puis un petit peu moins récemment de NAFTA. Alors, on se retrouve aussi au Brésil. On a pas mal d'activités. Et puis, on a nos activités dans les mines. Et puis un petit mot, là j'ai rajouté ce petit slide là pour parler R&D, voilà, parce que je suis de formation de chercheur, je suis parti de la R&D, donc je vous en dis juste un petit mot sans m'étendre plus que ça. À chaque grande entreprise, on doit anticiper le futur, ça c'est obligé, sinon on s'effondre. Je vous apprends rien. Et donc, ArcelorMittal souhaite continuer, donc est très actif au niveau de la R&D. Donc, on se retrouve à 1600 chercheurs à temps plein partout dans le monde. Et puis avec un budget de 286 millions de dollars qui nous est donné pour faire de la R&D. Alors, l'idée derrière, c'est il n'y a pas un altruisme profond de la part d'ArcelorMittal. S'il y a de la R&D, c'est pour que l'entreprise marche. Donc, les projets à terme vont toujours être dirigés vers le bien-être de l'entreprise, une amélioration de l'efficience, etc. La décarbonation en fait partie. J'en reparlerai après. Il y a l'aspect écologique, humain derrière cette décarbonation, mais il y a aussi l'aspect que, inévitablement, ArcelorMittal doit faire partie des gens qui décarbonent, des entreprises qui décarbonent et aller de l'avant. Sinon, l'entreprise va s'effondrer, ça fait partie de l'avenir. Dans la R&D, on est organisé, je vous passe, autour de portefeuilles, de programmes, enfin c'est quelque chose de très structuré, il n'y a pas comme dans tout laboratoire digne de ce nom, voilà, c'est pas des savants fous qui travaillent dans leur coin, c'est très structuré avec des programmes de recherche, les délais, les budgets, etc. Et on se retrouve sur 14 sites géographiques, donc un peu partout dans le monde. Donc ça, c'est quelque chose d'intéressant. Je fais juste une petite parenthèse sur l'aspect ArcelorMittal où je trouve qu'il y a un gros avantage, c'est que c'est vraiment polyculturel et international. Donc, on travaille avec toutes les nationalités, toutes les cultures et c'est assez enrichissant au niveau de l'entreprise, personnellement, mais aussi après dans les façons de faire, dans les façons de travailler, dans les façons de produire. Voilà, tout arrive. Donc, je trouve que c'est un aspect qui est vraiment sympa.
Et puis ici, alors c'est peut-être écrit un peu petit, mais vous aurez les slides après, sur là où on va dépenser des sous en R&D. Alors, là où on va, ArcelorMittal va produire le plus de tonnage, vous allez voir, c'est en construction. Donc, c'est là où on a besoin de beaucoup d'acier. On fait des buildings, on fait des choses comme ça, donc du gros œuvre, quoi. Donc ça, on comprend bien qu'il y a plus d'acier dans des poutres de chantier que dans le bateau d'une machine à laver. Alors, il faut vraiment faire beaucoup de machines à laver. Et pourtant, là où on va être investi le plus d'argent, c'est dans l'automobile. Alors pourquoi? C'est parce que les aciers dans l'automobile, on en vend moins en quantité, mais c'est des aciers très spécifiques. Une petite parenthèse, pour votre culture, des aciers, quand on prend le catalogue des aciers ArcelorMittal, pour l'automobile, on a un catalogue où on peut choisir les différents aciers, il n'y en a pas qu'un seul. Il n'y en a pas qu'un seul parce qu'on a à peu près 80. Et il y a à peu près à chaque fois 3 ou 4 revêtements, donc vous multipliez, et vous avez un grand nombre d'aciers qui existent avec des caractéristiques mécaniques qui vont du simple au quintuple. Voilà. Tout peut vraiment évoluer. Donc là, après, on rentre vraiment dans le monde de l'ingénierie, de la mécanique, mais tout ça pour vous dire qu'il y a une grande pluralité d'aciers. Et dans l'automobile, c'est des aciers à forte valeur ajoutée. On vient rajouter des petits minerais. Donc, ça va être des pouillèmes qu'on va regarder, mais maintenant, pour revenir un petit peu sur les analyses de cycle de vie, ça revient à extraire des minerais, par exemple du titane. Il y a du titane dans nos aciers, par exemple, ou il y en a d'autres, du niobium, du manganèse, voilà, il y a ce type de métaux qui nous sert à différencier nos aciers et à les faire si spécifiques. Et évidemment, si c'est spécifique, on les vend plus cher. D'où l'idée de dire ici, certes, on vend moins d'acier pour l'automobile, mais ArcelorMittal se fait plus d'argent dessus que sur la construction. Donc, ils disent, bah, la R&D, vous allez pousser les efforts vers l'automobile. Donc ça, c'est l'idée. Et ben, alors, il y a l'automobile, il y a aussi les process de comment on produit l'acier. Donc, dire, bah, voilà, il faut un process qui va coûter moins cher, qui va aller mieux. Comment on fait pour produire ce nouvel acier? On va avoir après tout ce qui va être exploratoire. Euh, c'est là où il y a quelques savants fous. Et puis, il y a l'aspect aussi digital. Voilà. C'est aussi un des grands piliers d'ArcelorMittal, industrie 4.0, digitalisée, etc., se mettre au goût du jour. Et des mines aussi, étudier un peu les mines. Alors, dans toutes ces particules, dans toutes ces parties-là, en fait, on va parler de décarbonation. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une tranche décarbonation dans la R&D d'ArcelorMittal, mais il y a une volonté très forte et affichée, c'est presque éthique, on va dire, pour nous, de dire, dans tous les projets, enfin, dans toutes les activités, il va y avoir un pilier décarbonation. Là, actuellement, j'ai même eu écho qu'à un moment, on ne pourrait pas présenter un projet dans la R&D d'ArcelorMittal si on ne montrait pas qu'il y avait un impact sur la décarbonation. Donc, de près ou de loin, tous les chercheurs se sont impliqués vers cette décarbonation, quelle que soit la tranche dans laquelle on travaille. Alors, après ces quelques mots sur ArcelorMittal, là, je vais venir sur l'acier dans le monde. Là, on prend tout le monde. Donc, c'est un matériau incontournable. Alors, l'acier, tout le monde connaît. On a tous touché, on le voit depuis longtemps. C'est un matériau fabriqué par l'homme un peu vieux, assez ancien quand même. C'est pas quelque chose, un nouveau matériau exotique qui est né d'un laboratoire il y a quelques années. C'est vraiment quelque chose de très connu, de très utilisé. Alors, le chiffre qui est toujours impressionnant, à mon sens, c'est la production d'acier dans le monde. On prend 2019, il y a été produit 1900 millions de tonnes d'acier en 2019. On va arrondir à 2000 millions de tonnes, soit 2 milliards. Il y a 2 milliards de tonnes d'acier produites en 2019. Sachant que on a un taux de croissance annuel qui est estimé autour d'un petit peu plus de 3%. Donc en 2019, on a produit 2 milliards de tonnes. Et à chaque fois, on va rajouter 3% à ce chiffre et on continue. Et ce que donnent vous allez voir sur un petit graphique après, les idées, c'est que ça va produire encore et toujours plus. Donc, on va toujours plus consommer d'acier. Alors, bon, ça là-dessus, ça vient du fait de la société, de toute la civilisation. C'est que les civilisations se modernisent et puis on a de plus en plus besoin d'acier pour tout ce qui va aller autour de nous. Donc, on a de plus en plus besoin de bâtiments, de maisons, d'écoles, d'hôpitaux, de voitures, de bus, de camions.
Et puis après, tout ce qui va dedans, une fois qu'on a les maisons, il faut mettre des tables avec des pieds de table, il faut mettre des machines à laver, tout ce que vous voulez en fait. Dans quasiment tout ce qu'on construit, autour de nous, il y a de l'acier. Donc c'est un matériau incontournable qui va en grandissant et qui a un tonnage énorme, hein, 2000 milliards de tonnes. Enfin, c'est presque, enfin, pour moi, c'est même difficile à imaginer un tel tonnage, c'est vraiment énorme. Alors, la répartition de cette utilisation de l'acier dans le monde, la grosse moitié, c'est là où on a besoin de beaucoup d'acier, donc c'est tout ce qui est construction. Alors, les ponts, les chemins de fer, les usines, les immeubles, les éoliennes, seulement la Tour Eiffel. Voilà, donc dès qu'il y a besoin de beaucoup d'acier, enfin beaucoup de poids, forcément, ça va être dans cette tranche-là. Après, vous avez une répartition ici que je ne vais pas aller dans le détail, sinon je vais peut-être juste faire un petit focus sur tout ce qui est nouvelle mobilité. Donc vous avez un 12% ici qui traîne pour les voitures, les camions, les bus. Et puis, on a Other Transport en bleu à 5%. Donc ça aussi, c'est quelque chose, je le remets dans la timbale pour tout ce qui est décarbonation, où nous, ça nous intéresse beaucoup de savoir ce qui se passe au niveau de la mobilité dans ArcelorMittal. Je vous ai dit, on a un secteur automobile qui est fort, qui était conservatif auparavant. On avait nos voitures qui évoluaient, les aciers qui évoluaient, mais au final, une voiture des années 70 et puis une voiture des années 2000, les technos changeaient, mais c'est une voiture, hein, pas une révolution. Maintenant, le paradigme commence à changer. Si vous devine que vous vous intéressez à tout ce qui va concerner notre avenir, tout ce qui va concerner l'écologie, etc., on va parler de plus en plus transport en commun, on va parler de plus en plus vélo, trottinette. En bref, toutes les mobilités qu'on a aujourd'hui vont peut-être changer. Moi je peux pas garantir, personne ne peut garantir que dans 20 ans, il y aura toujours autant de voitures, autant de transports en commun. Peut-être qu'il va y avoir un nouvel équilibre qui va se faire. Et à ce moment-là, l'impact pour ArcelorMittal, c'est de dire notre acier ne va plus être utilisé pour fabriquer des véhicules avec un cahier des charges, par exemple, un véhicule, pour information, doit protéger l'occupant si on fonce à 64 km/h dans un mur. Et ça, c'est les aciers qui viennent, en particulier, qui viennent protéger les occupants. Peut-être que maintenant, on dira, on va plus utiliser ce tonnage d'acier pour faire des voitures, mais des trottinettes. Là, le problème d'avoir un acier très haut grade ne se posera pas et on aura peut-être besoin d'autres aciers. Donc, ArcelorMittal, on regarde ce qui se passe pour pouvoir réorienter nos sujets et pouvoir s'adapter au monde de demain. Je vais peut-être aussi faire un petit, pour repenser un petit peu à tout ça, mettre ça en relief. Lorsqu'on va prendre à peu près, on est à 2 milliards de tonnes, on a à peu près 7 milliards d'êtres humains. Donc, si on fait un rapide calcul sur un coin de table, ça fait 300 kilos d'acier par personne. 721, voilà, pas très très loin. Grosso modo, tous les ans, nous tous dans la salle, on fait produire 300 kilos d'acier. Nous tous et les 7 milliards d'êtres humains. Sachant que forcément, il y en a qui demandent moins d'acier que d'autres, mais ça veut dire que peut-être en Europe ou dans des pays en plein boom économique où les choses, on construit beaucoup, voilà, on consomme beaucoup plus d'acier. Donc c'est quelque chose où on ne se rend pas compte au quotidien. Je pense pas que vous vous rendiez compte que tous les 300 kilos d'acier, ça fait à peu près 1 kilo par jour. Vous vous rendez compte que tous les jours, vous demandez la production d'1 kilo d'acier. Et pourtant, c'est ce qui se passe. Et ce qui va se passer, c'est qu'on va en produire de plus en plus. C'est des chiffres qui sont hauts, qui sont impressionnants, et qui montrent que l'acier, on ne peut pas faire sans. Ou alors, on arrête toutes les constructions, tout ce qui est autour de nous n'existe plus. Et l'acier, du coup, ça va être un des acteurs incontournables pour la décarbonation. Parce que l'acier, je ne vous cache rien, hein, ça émet du CO2 quand même quand on le produit. Hein. Donc maintenant, ici, il va falloir regarder et s'intéresser à ce grand acteur, ce grand matériau de l'humanité. Comment on gère maintenant ces émissions de CO2? Alors, il y a des avantages quand même dans l'acier. Le premier, c'est qu'il est 100% recyclable. Quand on a attrapé un bout d'acier, on peut le recycler. À contrario, par exemple, on va prendre un matériau qui est un petit peu à la mode en ce moment, c'est tout ce qui va être fibre de carbone.
Alors c'est bien, c'est léger, etc. Pour un ingénieur mécaniquement, c'est top, mais pour recycler, c'est moins bien. Donc l'acier, lui déjà, on a cet avantage intrinsèque, c'est 100% recyclage. Et ça, on va essayer d'appuyer un maximum sur ce levier-là. Je vais vous montrer dans le plan d'ArcelorMittal de décarboner les aciers. Comparativement, on a une émission de CO2 qui est assez basse. Alors comparativement, je vais en dire un petit mot, c'est lorsqu'on va parler en termes de fonctionnalité. Alors je vais prendre un exemple qui vaut ce qui vaut, mais c'est bon, pour illustrer, hein. Lorsqu'on produit 1 kg d'acier, on émet 1,8 kg de CO2. Lorsqu'on produit 1 kg de béton, on produit 0,8 kg de CO2. C'est un ordre d'idée. Après, il y a l'histoire décarbonée, c'est discutable. Mais grosso modo, c'est l'ordre d'idée. Donc, il y a un facteur 3 entre les deux. Alors, à ce moment-là, ça y est, on tient la solution. Il suffit de remplacer tout l'acier par du béton. Et ça y est, on pollue 3 fois moins. Le problème, c'est que le matériau n'a pas les mêmes propriétés. Et en termes de fonctionnalité, on ne va pas faire la même chose. Alors bon, vous allez me dire, oui, c'est évident, on ne va pas faire des voitures en béton, hein, mais on peut prendre un exemple peut-être qui est moins intuitif, ça va être les barrières de sécurité. Lorsque vous allez sur l'autoroute, on a le choix, hein, on peut mettre des barrières de sécurité en béton, on peut mettre des barrières de sécurité en acier. Et là, on se rend compte que pour retenir un véhicule, il faut beaucoup moins d'acier que de béton. Et quand bien même le béton pollue 3 fois plus, peut-être qu'il faut 5 fois plus de béton. Donc, in fine, qu'est-ce qui émet le moins de CO2 ? Ça va être l'acier. Donc, c'est pour ça qu'il y a ce mot comparativement qui est important et où, en termes de matériaux, la réflexion de la fonction du matériau, de ses propriétés mécaniques, de comment on va l'employer, sont très, très importantes. Et puis le dernier point, c'est facile, c'est que c'est un levier clé pour une économie durable. Donc ça rassemble ce que je vous ai dit. De l'acier, il y en a partout. Il y en aura de plus en plus. Donc si à un moment on va avoir quelque chose de durable pour l'humanité, c'est pas compliqué. Il va falloir décarboner. Donc comme me disent mes meilleurs amis, quand on n'a pas le choix est simple. Alors, je reviens un petit peu sur l'acier. Donc, l'acier recyclable, un taux de recyclage de 70%, ça veut dire que on arrive à récupérer 70% de l'acier dans les structures qui sont recyclées. Et cet acier, une fois qu'il est récupéré, lui, il est recyclable à 100%. Et disons qu'on arrive à récupérer, c'est le taux qu'on arrive à récupérer. Alors, comment on le recycle ? Alors, c'est des grosses industries, il y a beaucoup d'ingénierie, mais le principe est bête comme chou, hein. Vous prenez un grand four, vous mettez la ferraille dedans et vous y plongez 3 électrodes. Alors, les électrodes, c'est pas des petites électrodes, hein, c'est des électrodes qui font entre 5 et 10 mètres. Donc, on met 2 ou 3 électrodes sur lesquelles on met du haut voltage, du haut ampérage. Ces électrodes sont chauffées à rouge et font fondre l'acier. Voilà, donc ça, c'est... oui. Alors, je vais pas m'avancer. Je pense que c'est worldwide, mais je vais pas m'avancer dans le monde international. Mais bon, avec les précautions. Donc voilà. Donc ce principe, il existe, on l'a déjà. Hein, il existe vraiment. Alors, c'est très simple. Bon, derrière, il faut voir que c'est quand même des installations ultra conséquentes. Dès qu'on vient dans la sidérurgie, voilà, on fait des millions de tonnes. C'est très lourd. Et on a des moyens de production qui sont vraiment conséquents. Alors, j'insiste dessus pour vous signifier le changement qui peut être très compliqué dans le monde de la sidérurgie. Donc, si on a des petits moyens de production, des petites usines, parce qu'on produit je ne sais quoi, c'est, entre guillemets, quelque part plus facile de changer. Quand on a un four électrique qui est là, où on dit, pour l'amortir, il va falloir 40 ans, il y a 3 électrodes dedans, il y a du haut voltage, il y a des installations, il y a du savoir-faire, il y a des dizaines d'années d'expérience qui sont derrière. Maintenant, on dit on change tout. C'est très, très compliqué. Très compliqué. Voire, c'est infaisable en un claquement de doigts. C'est pour ça que c'est des plans qui sont vraiment long terme et des décisions très, très lourdes pour une entreprise comme ArcelorMittal, qui, je le rappelle, est une entreprise cotée, etc. Donc, ces décisions-là, ça peut faire plonger ou non, hein. Donc, le pari ici, c'est de dire qu'au contraire, c'est ce qui va booster la boîte. Alors, et puis maintenant, je reviens sur ce graphique que vous voyez sur la droite.
avec la conclusion qui est marquée là-haut, le recyclage de l'acier couvre 30% de la demande d'acier au niveau mondial. Donc, c'est 30% des 2 milliards de... Ouais, c'est ça. Donc, ce que vous retrouvez ici, donc si vous reprenez le graphique en à peu près 2020, on tombe sur, là, c'est 2000 millions de tonnes. Donc, on tombe sur ce chiffre-là, donc sur les deux courbes cumulées. Maintenant, on fait une prospective jusqu'à 2050, donc là, 2020 à peu près là, 2050 qui est sur l'extrémité du graphique. Et en fait, on voit qu'il y a deux parties, une bleue et une orange. La bleue, c'est le recyclage. La orange, c'est la production telle qu'on la connaît, minerai de fer, les mines, on transporte par bateau, on fait fondre, etc. Donc, ce qu'on se dit, c'est qu'en 2050, eh bien, 30% de l'acier sera recyclé. Alors là, on a envie de dire halte à l'incohérence. On a dit que l'acier polluait, ça se recyclait. Pourquoi on ne tente pas à dire que la courbe bleue vient manger tout le graphique et puis qu'on fait que de l'acier recyclé? Comme ça, on arrête les extractions de mines, puis on va beaucoup plus dans un cercle vertueux. Bah, tout simplement à cause de la demande. C'est parce que plus ça va aller, plus on demande de l'acier. Et l'acier, pour le recycler, il faut le trouver. Donc, on n'a pas encore produit assez d'acier qui aujourd'hui peut être repris pour être recyclé pour répondre à la demande mondiale. Dit autrement, si on voulait construire un nouveau bâtiment, eh bien, peut-être qu'il faudrait construire celui-ci pour récupérer l'acier, le recycler, le mettre dans le nouveau bâtiment. Donc tout ce qui est construit reste, est fait pour durer. Et après, lorsque c'est utilisé, là, à ce moment-là, on le reprend et puis on peut le recycler. En tous les cas, en 2050, il n'y aura pas assez d'acier dans le monde à recycler pour couvrir les besoins. Donc on tombe à peu près à 3 milliards de tonnes. Donc on va avoir un tiers à peu près, 1 milliard de tonnes qui va être recyclé, et 2 milliards, il va falloir continuer de les produire. Ça, c'est un fait, on ne peut pas aller autrement. Et donc maintenant, là, je vous ai parlé de cette partie recyclage, et puis maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec le reste? Est-ce qu'on continue sur le même rythme, ou est-ce qu'on essaie de décarboner un maximum les aciers? Alors évidemment, vous avez compris, on va faire un maximum pour décarboner. Alors, comment il fait cet acier qu'on retrouve aujourd'hui, donc qui n'est pas recyclé? Alors, c'est très simple. On a des mines de fer, donc ce que vous voyez ici, et puis on les met dans des usines. Donc, c'est des grosses infrastructures. En France, on trouve à Dunkerque, à Florange. Et puis, on met ça dans un haut fourneau. Alors, le haut fourneau, c'est la bête que vous voyez sur le côté. En haut fourneau, ça mesure peut-être 25 mètres de haut. C'est quelque chose d'énorme. C'est pas du tout un petit four. C'est une infrastructure très imposante, des moyens industriels qu'on ne peut pas changer en un claquement de doigts, et au-dessus qui tourne en permanence. C'est pour ça que vous entendez des fois parler, il y a un haut fourneau qu'on arrête. Alors, on peut dire, on l'arrête, c'est pas grave, on va le redémarrer. Oui, mais arrêter et redémarrer un haut fourneau, c'est conséquent, c'est énormément de travail. Donc, c'est des choses qui tournent en permanence et qui sont des moyens industriels énormes. Alors, comment ça fonctionne? C'est très simple, c'est comme une grande cheminée dans laquelle on vient mettre de la température en dessous. On est à du 2000 degrés tout en bas du haut fourneau. Et au-dessus du haut fourneau, on vient mettre des minerais de fer et de la coque, donc c'est proche du charbon. Et on vient mettre tout ça au-dessus par couches superposées. Le bas fond, et dans le bas du haut fourneau, donc on a un mélange fondu de minerais de fer et de coque. Et bien, on vient récupérer, alors, vous voyez sur la gauche, c'est du laitier, c'est quelque chose qu'on recycle, qui n'est pas utilisé après. Et après, on récupère de la fonte. Donc, la fonte, comme tout le monde connaît, dans les radiateurs, les vieilles marmites, etc. Donc, on récupère de la fonte. Cette fonte-là, il y a pas mal de carbone qui est dedans. Il y a 6% de carbone. Et puis, pourtant, il y en a pas mal qui s'est envolé parce qu'en fait, lorsqu'on a le minerai de fer, le coque, et on vient mettre de l'oxygène, de l'air, la réaction chimique se fait. C'est là où on vient produire cette fonte avec ces 6% de CO2 et beaucoup de fer. Et puis après, il y a de l'oxygène qui capture du carbone, CO2, et hop, ça, le CO2 est repart. Et c'est là où le drame arrive, j'ai envie de dire. C'est là où on émet le CO2 et c'est là où on a vraiment la grosse dose de CO2 émise par l'acier.
C'est ça qu'on veut limiter. Donc, le problème intrinsèque avec cette production d'acier, ce type de production, qui existe et qui est là pour produire et combler les besoins de tout le monde, bah, il est très producteur de CO2. Donc, lorsqu'on compare sur les émissions de CO2 importantes, bah, après, vous voyez qu'on vient occuper nous 8% de la place par rapport à de l'énergie, de l'agriculture, etc. Donc, 8% à l'échelle du monde, c'est pas rien. C'est loin d'être négligeable. Donc là, ici, il faut absolument pouvoir être acteur dedans. Et, on produit l'acier, bon, ben maintenant, faut le faire proprement. Alors du coup, la R&D, les ingénieurs, ont réfléchi pour comment on va faire pour améliorer tout ça. Alors, il y a 3 procédés. Donc, je vous ai dit, il y a le premier procédé, le fourneau, et puis à côté, on lui associe ce qui marquait le BOF. C'est pour Basic Oxygen Furnace. C'est un convertisseur où, en fait, lorsqu'on a de la fonte c'est pas de l'acier. Hein, si vous voyez un petit peu de la fonte, c'est cassant, ça ne remplit pas les mêmes fonctions. Donc, il faut enlever du carbone là-dedans. Et donc, ce qu'on fait, c'est qu'on vient le mettre dans ce convertisseur, on met de l'oxygène recapture le carbone, et puis, aux magies de la science, on arrive à avoir de l'acier. On met d'autres éléments et on arrive à avoir tous les aciers qu'on veut. Par contre, hors sorcellerie de la science, l'oxygène et le carbone sont captés, CO2, boum, ça y est, on remet du CO2 là-dedans. Donc là, ici, c'est le moyen qui aujourd'hui est le plus néfaste en termes d'émissions de CO2. Donc aujourd'hui, on va chercher à trouver des moyens rapidement, on a déjà trouvé mis en place, pour limiter les émissions de CO2. Déjà sur les installations qu'on a, avant de tout changer, parce que essayer d'aller au plus court terme. Donc ça, c'est le premier levier d'action qu'on a. Après, le four électrique, alors celui-là, c'est presque le top pour la production d'acier, parce que là, ici, le CO2 qui est émis, il provient de l'énergie qui est utilisée dans les électrodes pour faire fondre l'acier. Donc là, ce qui pollue, c'est la production d'électricité. L'acier en lui-même, on prend du scrap, de la ferraille, qu'on vient mettre dans une grosse cuve et on vient le fondre. Donc là, on n'émet rien. Donc là, le problème, entre guillemets, c'est la production de l'électricité. Et puis, le dernier, alors ça, c'est une des dernières inventions d'ArcelorMittal, c'est la réduction directe. Donc, DRI-EAF. Donc, EAF, c'est Electric Arc Furnace, donc c'est le four électrique. Et le DRI, c'est pour signifier l'acronyme pour la réduction directe. Donc, ici, l'idée, c'est d'avoir un procédé qui va allier les deux, quelque part. On va faire une première réduction déjà du minerai de fer, mais là, on va le faire non pas dans un haut fourneau pour le traiter et avoir quelque chose où on a déjà des boulettes d'alliage. Ben, on va chercher à mettre de l'hydrogène dedans. Et avec de l'hydrogène, on va réussir à avoir des boulettes d'acier qui, elles, pourraient être fondues après dans un four électrique et avoir de l'acier plus vert. Donc là, on peut baisser drastiquement les productions d'hydrogène, les productions de CO2 dans le monde, au niveau des aciers. Donc ça, c'est quelque chose qu'on cherche à mettre en place parmi les solutions. Donc, pour résumer, l'idée, c'est la première filière, donc c'est ce que vous voyez en haut, l'optimisation BF, BOF, c'est au fourneau et le convertisseur. Donc, on va chercher un maximum déjà à rentrer de la ferraille dans l'usine, hein, c'est clé, mais on va par exemple faire tout ce qui va être chasse aux pertes. Donc, tous les petites chasses aux pertes qu'on peut avoir, maintenant, ne sont plus tolérées. Donc, on va chercher à optimiser un maximum. Et comme on veut que le message soit fort et passer partout, ça se répand partout chez ArcelorMittal. Donc, ça veut dire qu'on a des directives, des conseils pour nous dire, chez ArcelorMittal, vous éteignez la lumière en partant. Vous ne laissez pas la clim. Vous éteignez vos ordinateurs, etc., etc. Ça, c'est toutes les petites mesures, mais qu'on le donne à 160 000 employés. Donc, ça commence à faire de l'effet. Et puis après, évidemment, là, on fait de la chasse aux pertes, c'est dans les usines. Donc, de dire, est-ce qu'on ne peut pas simplifier un procédé? Est-ce qu'on n'a pas des pertes de chaleur? Est-ce qu'on ne peut pas en récupérer? Est-ce que les gaz de CO2
on ne peut pas les réutiliser. Donc, ici, ça va être par exemple le troisième point, où le captage de CO2 par le haut fourneau, donc le haut fourneau émet beaucoup de CO2, au lieu de le laisser partir dans l'air, est-ce qu'on ne peut pas le reprendre et en faire quelque chose? Alors, il y a un projet qui est sorti, c'est le projet Carbaliste. Donc, c'est de dire, on va récupérer CO2 et on va pouvoir l'utiliser pour fabriquer de l'éthanol recyclé ou du kérosène recyclé. Donc, quelque chose qui peut resservir par ailleurs. On peut aussi prendre ce CO2-là et puis au lieu de le lâcher dans l'atmosphère, de se dire on va l'enfouir dans des poches spécifiques sous terre pour que, ok, le CO2 il sera là, mais il ne sera pas dans l'atmosphère avec les réchauffements et tout ce qui s'ensuit. C'est peut-être pas le mieux, mais c'est pas le pire. Et puis après, on va avoir le nouveau procédé, là où ça va vraiment être les deux leviers, ça va être le recyclage, qui va couvrir que 30% de la production, et puis le nouveau procédé avec la réduction directe, avec de l'hydrogène. Et là, à chaque fois, pour produire l'hydrogène, c'est toujours pareil, il faut l'électricité. Donc, on a des actions court terme, voire déjà mises en place, qui sont lancées, via des projets aussi collaboratifs, en particulier des projets collaboratifs européens, j'en redirai un petit mot après. Et puis après, on a des nouvelles techniques qui sont en train d'être mises en place aujourd'hui. Donc le DRI, c'est pas que sur le papier, ça se met en place dans les usines, à Dunkerque, à Sestao, en Espagne. Et puis, ces deux dernières, c'est ce qui est important, c'est qu'on a besoin d'une source abondante d'électricité décarbonée. Donc voilà, vous êtes plus spécialiste que moi dans le domaine de tout ce qui est décarbonation, de manière générale. Et en fait, c'est effectivement les énergies, c'est elles qui vont être le pivot de tout ce qui va être sur la production, ce qui va être sur les émissions de CO2. Donc on en revient toujours à ce problème d'énergie initialement. Dès que l'électricité sera verte, ça va faire beaucoup de bien. L'acier neutre, ici, donc là ici c'est un graphique, je vais pas trop revenir dessus, ça résume un petit peu ce que je disais. Donc il y a la voie ici avec au milieu sur le DRI, donc ça c'est le nouveau procédé qui va émettre un petit peu de CO2 quand même, mais ce CO2 là, on va chercher quand même à le capter ou à l'enfouir. Et puis pour faire fonctionner, on a besoin d'hydrogène, donc là il y a le choix, soit on fait de l'électrolyse, donc on prend de l'eau, on fait une électrolyse, on obtient de l'hydrogène. Ça, c'est super propre. Bon, là, on a besoin d'énergie. À ce moment-là, il faut de l'électricité. On revient à l'électricité verte. D'où le petit panneau solaire, la petite éolienne. Si on a l'électricité verte, on pourra faire de l'électrolyse propre. Et donc, on aura de l'hydrogène vert, comme on dit. Ou bien, l'hydrogène, il peut aussi être utilisé en prenant des gaz naturels qu'on vient craquer avec de la chaleur. Ça émet l'hydrogène et là, ça produit du CO2. Ce CO2, lui-même, doit être en. Voilà. Donc, l'idée, ça va être de toujours minimiser avec des procédés plus ou moins modernes. Alors maintenant, des chiffres derrière, parce que vouloir, c'est bien. Faut pas que ça reste un vœu pieux. Et donc, c'est objectif, délai. Hein, c'est un petit peu comme on est en ingénierie ou dans le monde de l'entreprise. À un moment, il faut mettre des chiffres, mettre des délais. Donc, ce que ArcelorMittal ambitionne, c'est une neutralité carbone totale. C'est-à-dire que ArcelorMittal demande qu'en 2050, on ait une neutralité carbone complète. Avec objectif intermédiaire, parce que 2050, pour mettre tout ça en place, c'est demain, mais à notre échelle, 2050, on dit bon, ça va, on a le temps. Maintenant, on a dit, nos dirigeants sont vraiment conscients des enjeux, et donc ils nous ont dit, ça va pas être en 2050 et puis on attend. Donc déjà, 2030, on va réduire dans le groupe de 25% toutes nos émissions de CO2. En attendant 2050 qu'on arrive à la neutralité, déjà en 2030, ça sera un quart en moins. Et puis en Europe, comme on lance des projets collaboratifs, comme on est assez actif en R&D, ce sera pas 25, ça sera 35%. Donc aujourd'hui, l'objectif pour 2030, ça arrive très très vite. Vous voyez, le temps de faire un projet européen, ça prend 3-4 ans. Si après on met une installation de 3 ans, ça y est, on y est en 2030. Donc, il n'y a pas trop le droit à l'erreur. On vise de passer à 35%. Donc, dessus, il y a beaucoup de leviers. Donc, il y a
évidemment, il y a beaucoup d'investissements internes, vous allez voir. Et puis, il y a des projets européens où on vient plus ou moins être financé dedans et aidé par les États dans cette démarche. Voilà. Donc ça, c'est des chiffres qui sont très très forts hein, pour ArcelorMittal. On est en train de faire une révolution dans nos systèmes de production. Et sachant qu'il ne faut pas qu'on oublie qu'ArcelorMittal, c'est une entreprise. Une entreprise, c'est fait pour gagner de l'argent, hein, initialement. Et même si on est un des acteurs sociaux et environnementaux, il faut pas oublier qu'il y a quand même ça derrière. Et l'acier, on le vend, on ne donne pas. Donc si maintenant, on va mettre beaucoup d'argent parce qu'on veut faire de l'acier vert, de l'acier qui est beaucoup plus vertueux, comment on amortit ces investissements? Est-ce que nous, on accepterait d'acheter notre voiture, notre maison, de payer des hôpitaux, des écoles, de n'importe quoi, tout ce qui est fait en acier, plus cher, parce qu'ArcelorMittal décarbone? C'est pas sûr. Donc, ArcelorMittal va rester au prix du marché, plus ou moins. En tout cas, va pas dire je crée une taxe acier et va absorber tout ça et va rester dans le flot des choses pour rester par rapport à sa concurrence, mais avec de l'acier plus vert. Donc ça, c'est quelque chose aussi qu'il faut avoir en tête, c'est que décarboner, ça coûte. Ça coûte, vous allez voir, ça coûte beaucoup. Vous le voyez ici. Hein. Ici, les installations, donc le CAPEX, c'est lorsqu'on vient, c'est l'argent qu'on met en capital, souvent souvent immobilier, les équipements, etc. Donc c'est ce qui ne bouge pas. C'est-à-dire, c'est pas ce qu'on va payer, par exemple, en R&D, c'est pas ce qu'on va payer en développement humain, etc. C'est vraiment les installations en elles-mêmes. Les installations, on estime que pour la cible, c'est 10 milliards de dollars. Donc ArcelorMittal va poser 10 milliards sur la table de dollars pour décarboner. C'est énorme. Avec un objectif d'un quart de réduction pour des émissions de CO2 pour le groupe en 2030. Donc il y a des choses qui s'accélèrent. Hein. On n'est pas dans un monde où on a le temps. Tout va vite, vous le savez. Donc la sidérurgie va vite aussi à l'échelle du mastodonte que c'est. Hein. On ne peut pas changer du jour au lendemain. Et donc, par exemple, on a une usine de production, Sestao, qui devrait devenir en 2025 la première usine pilote à ne pas produire d'émissions de CO2. Ça, c'est l'usine pilote. Voilà, c'est un des objectifs. En tout cas, on va l'observer, voir ce qui se passe. Au niveau de ce qui va être la stratégie climat d'ArcelorMittal, donc il y a déjà avant tout ces 10 milliards d'investissements, ces engagements forts auprès des investisseurs et tout le monde d'avoir des cibles de décarboner, parce que certains disent on va décarboner, ça va mieux aller, et puis si vous n'avez pas de chiffre derrière, ça reste un vœu pieux, et puis bon voilà, un vœu pieux n'est pas forcément exaucé. Une marque a été créée, je vais pas trop parler de ça, mais ça c'est plus la symbolique, de dire on va créer une marque qui s'appelle X-Carb, qui va certifier que les aciers sont verts, dans le sens où on ne souhaite pas cacher les choses, mais on souhaite être transparent. Donc si on fait de l'acier vert, on va le dire, et ça va être tamponné X-Carb. Si ça l'est pas, ça veut dire qu'on n'a pas réussi à le faire. Donc c'est pour nous, ça revient à ArcelorMittal à se challenger et à être transparent vis-à-vis des consommateurs. Et puis le dernier petit point, c'est l'executive remuneration. Donc là, je n'avais pas trop compris ce que c'était au début. En fait, c'est très simple. Hein. C'est que nos hauts managers, et puis nous, par ricochet, tout ce qui va être les salaires, les primes, etc., vont être reliés par rapport à des cibles liées au climat. C'est-à-dire que il y a l'histoire de vouloir, et puis il y a l'histoire de se challenger. Voilà, on fixe tel objectif. Et il y a l'histoire aussi de si on n'y arrive pas, on est puni, entre guillemets. Donc voilà, c'est un engagement qui est fort. Voilà, vous voulez souhaiter vraiment d'y arriver et de mettre tout en œuvre pour pousser tous les employés d'ArcelorMittal à arriver à ces objectifs-là. Donc X-Carb, je vous passe pas plus que ça, c'est sur cette marque-là, bon, vous verrez plus tard. Peut-être plus intéressant, c'est de parler des projets européens. Donc au niveau ArcelorMittal, il y a pas mal de choses qui sont mises en place en France, alors à Dunkerque en particulier.
on va venir, l'idée de venir remplacer des hauts fourneaux par des DRI EAF, donc les fours électriques, une nouvelle façon de produire. Alors pour les plus anciens qui suivaient les impôts en France, il y a quelques temps, quand un haut fourneau fermait, c'était des grèves énormes. Si vous vous souvenez de quelques présidentielles, où il y avait des marches en France qui étaient faites depuis l'Est de la France, des gens marchaient. Enfin, il y avait vraiment un mouvement social qui était très très fort parce que ça impacte énormément le tissu économique local. C'est quelque chose de très fort. Bon, bah là, on dit, bah, un haut fourneau, bah, à un moment, on va en fermer. Alors, on va en fermer parce qu'on va voir autre chose, hein. Donc, c'est-à-dire que les emplois vont pas être touchés. Mais symboliquement, on vient fermer quelque chose de très, très costaud dans l'imagination, dans tout ce qui est production. Voilà. Donc, ça, c'est un acte fort d'ArcelorMittal qu'on est en train de faire. En Espagne, il y a des choses aussi qui se font. Donc, à chaque fois, on vient dire ce qu'il est possible de sauver par millions de tonnes tous les ans. En Belgique et puis en Allemagne, où en Allemagne, on aurait le premier réduction d'acier qui marcherait avec 100% à l'hydrogène. Donc, il y a des usines pilotes qui sont lancées un peu partout, plus ou moins indépendamment, hein. Il y a un lien qui est tissé après. Et puis, bah, on va prendre le meilleur et puis on va tout compléter pour arriver à pousser, monter en avant tout ça. Et puis, bah, j'en arrive à ma conclusion. Pour résumer un petit peu ce qui est dit, l'acier, vous l'avez compris, il est incontournable. On ne peut pas s'en passer, on ne s'en passera pas, quoi qu'il arrive. Et même, on va en avoir besoin de plus en plus. L'avantage, il est recyclable à l'infini. Donc, l'acier qui va être recyclé là, il va être utilisé dans une voiture, dans une machine à laver, dans la tour Eiffel 10, dans je ne sais pas quoi, mais il sera toujours réutilisé. Le problème des aciers, c'est que c'est un matériau qui est très bien et solide. Donc, bah, l'acier, une fois qu'on l'a, on ne le recycle pas tout de suite, et pourtant, on en a besoin de plus en plus. Donc, on ne pourra avoir que 30% d'acier recyclé en 2050. Donc, il va falloir continuer à produire, à créer de l'acier. Et pour ça, ArcelorMittal s'engage dans un gros projet de décarbonation de cette production d'acier avec un objectif 2050, ne plus produire de CO2, être neutre au niveau du CO2, et avec objectif intermédiaire, une réduction des émissions de CO2 de 25% dans le groupe et 35% en Europe pour décarboner un maximum. Nos leviers d'action, ça va être la chasse aux pertes, utiliser tout ce qu'on peut recycler. Donc, tous les moyens mis en œuvre aujourd'hui, on optimise. J'ai envie de dire, on lâche rien. Donc, c'est pas parce qu'on a des solutions plus long terme qui vont être mises en place 2030-2050 qu'aujourd'hui, on peut rien faire. Donc, aujourd'hui, on met en œuvre, même si c'est mis en place dans 2-3 ans, on se dépêche et on met en œuvre des choses pour un maximum limiter tout ce qui est CO2. On va utiliser après l'hydrogène décarboné pour la réduction, donc c'est le fameux DRI. Et puis, ce qui est CO2 résiduel, bah, ça va être soit on le valorise, soit après on l'enfouit. Pour ce faire, c'est des investissements colossaux. On parle en milliards d'euros de la part d'une entreprise privée, hein, je le rappelle. Même si les États viennent aider, c'est quand même l'entreprise qui met la main au porte-monnaie le plus souvent. Et toujours, bah, il va falloir rester compétitif et pouvoir rester dans le marché. C'est quelque chose aussi. L'entreprise ne peut pas s'écrouler parce qu'on a voulu être vertueux sur le moment. Donc, il y a cet équilibre à toujours garder en tête. Et puis, ce qui va être important aussi, bah, ça va être relié à la production d'énergie, donc l'électricité, où bah, là, on est contributaire, hein. On l'a vu à grande échelle, bah, pour l'acier, qu'on avait la crise énergétique il y a 1 an et quelques. Voilà, quand ça nous tombe dessus, on se rend compte que l'énergie, c'est au centre de tout. On fait partie du lot, donc ArcelorMittal. Donc là aussi, on va être tributaire de cette électricité verte. Et là aussi, où un ArcelorMittal s'engage et peut le faire, parce que c'est une grosse boîte, ça va être dans tout ce qui est évolution réglementaire. Donc on s'engage, on a l'ISCARB, on pose des choses qui viennent avoir de l'influence sur les autres, c'est-à-dire que si ArcelorMittal, le deuxième producteur d'acier au monde, et je fais de l'acier décarboné, il y a tout intérêt que les autres en dessous suivent, parce que sinon, ça va pas. Donc, ça vient quelque part un peu à tirer vers le haut
les autres entreprises, hein. Il va y avoir cette compétition maintenant de dire celui qui fait l'acier le plus décarboné, le plus vert possible. Et donc, ArcelorMittal s'engage là-dessus et tire tout le monde un petit peu vers le haut, et vient aussi avoir des actions au niveau réglementaire pour dire, on fait des choses, on voit que c'est important, on s'engage dedans. Est-ce qu'on pourrait pas maintenant un petit peu avoir des réglementations au niveau industriel, au niveau international, pour dire tout le monde le fait. C'est pas une lubie comme ça. Il faut que ça soit maintenant mis quelque chose dans les actes et faits pour tout le monde.